Je vous le disais dans les titres, le Premier ministre Yahya Al-Haddamine a eu ce matin une entrevue avec le professeur Moussa Tibin Moussa Adam, ministre soudanais des Ressources animales, halieutiques et des pâturages, en visite actuellement dans notre pays. L'entrevue qui s'est déroulée en présence de la ministre de l'Élevage a porté sur les relations de coopération entre les deux pays ainsi que les moyens permettant de les renforcer davantage dans le domaine de l'élevage. Et à sa sortie d'audience, le ministre soudanais a déclaré avoir discuté avec le Premier ministre de l'importance des ressources animales pour les populations en général et les rurales en particulier, ainsi que de la nouvelle vision qu'a le monde sur ces ressources et le besoin qu'il en exprime au niveau international au moment où elles connaissent actuellement une diminution. Il a ajouté que l'entrevue a permis aussi de passer en revue l'intérêt qu'accorde l'État à la diversification des produits animaux afin qu'ils contribuent à l'amélioration du PIB à travers une efficace couverture sanitaire et une bonne alimentation favorisant la multiplication des têtes. Il a révélé qu'un programme exécutoire sera signé à l'issue de sa visite pour donner un sens à l'échange entre les deux pays. Le Premier ministre a également reçu en audience ce soir les maires des villes anciennes chargés de la gestion du programme national de valorisation du patrimoine culturel et naturel pour le développement. Yahya Al-Haddamine a insisté au cours de l'entretien sur l'intérêt qu'accorde le président de la République à ce programme et la détermination des départements ministériels à déployer les efforts nécessaires pour assurer sa bonne exécution. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Hindou Mentainina. L'actualité parlementaire est marquée à l'Assemblée nationale par la conférence des présidents qui a discuté aujourd'hui le projet de loi organique fixant les voies du retour au renouvellement partiel régulier du Sénat et la date de délégation législative de l'Assemblée nationale a été programmée au cours de cette réunion. Bokar Bailaba. La conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence du député Mohamed Ould Boylil, président de l'Assemblée nationale. Et au cours de cette conférence, les présidents ont discuté des projets de loi abrogeant et remplaçant le projet de loi organique numéro 029-2014 en date du 26 décembre 2014 portant sur le renouvellement partiel du Sénat et la durée de la législature de l'Assemblée nationale. Cette loi exige la publication du décret de convocation de l'électorat 70 jours au moins avant la tenue des élections. Ainsi, ils ont décidé de transférer ce projet de loi à la Commission de justice, intérieure et défense pour examen avant d'être soumis et discuté en séance plénière prévue mardi prochain. La conférence des présidents à l'Assemblée nationale s'est déroulée en présence du ministre des Relations avec le Parlement et la société civile porte-parole du gouvernement, M. Mohamed Lemine Ould-Cheikh. Toujours à la Chambre basse du Parlement, la Commission des Relations extérieures a consacré aujourd'hui sa réunion à la discussion de deux projets de loi relatifs à deux accords entre la Mauritanie et l'État du Qatar. Le premier est relatif à la Convention de coopération dans le domaine juridique. Le second projet de loi est relatif à la Convention de coopération dans le domaine de la justice. La réunion s'est tenue sous la présidence du député Mohamed Ould Seyd Ould Ghaïlay, son président. La commission a suivi au cours de sa réunion un exposé détaillé présenté par le ministre de la Justice, Maître Brahim Ould Daddah, sur les deux accords et dans lequel il met en exergue leur importance pour le pays. Au niveau du Sénat, les sénateurs réunis en plénière ont adopté aujourd'hui deux projets de loi soumis à leur approbation et la Commission des finances a examiné les projets des budgets de certains départements ministériels. Abdelrahman Hamad. Cette séance plénière du Sénat, tenue sous la présidence du vice-président de cette chambre parlementaire, M. El Haj Abdoulba, a pour objectif l'examen de deux projets de loi. Le premier portant sur la ratification du Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal et le second relatif à la ratification de la Convention portant création de l'Agence de gestion et d'exploitation de la navigation sur le fleuve Sénégal, SOGENAF. À propos du premier projet de loi, les interventions des sénateurs ont insisté sur la nécessité de mettre en place un arsenal juridique susceptible d'assurer la fluidité de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal. Pour ce qui est du second projet de loi, les interventions ont porté dans leur ensemble sur la nécessité
de créer des points de passage spéciaux pour les animaux et d'accélérer les rythmes de réalisation du pont liant notre pays au Sénégal. En réplique à ces interventions, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines a mis en exergue l'importance du projet de loi relatif au Code international de la navigation et des transports sur le fleuve Sénégal, précisant que le Code vient renforcer l'arsenal juridique relatif à l'exploitation des eaux du fleuve Sénégal. S'agissant du second projet de loi, M. Mohamed Salem El-Béchir a révélé que le sujet du pont était sur la table de discussion de la commission mixte lors de sa dernière réunion, signalant que ce pont permettra de venir à bout au problème de transhumance des animaux. Au terme de cette plénière, les sénateurs ont adopté par une majorité absolue les deux projets de loi. Autre activité parlementaire au Sénat. Il s'agit d'une série de réunions de la Commission des finances pour étudier les budgets de quelques départements ministériels. Ainsi, la commission qui s'est réunie sous la présidence de son vice-président, M. Chérif Ahmed Khatri, a discuté du budget du ministère des Affaires économiques et du Plan, et c'est en présence du ministre M. Sid Ahmed Reis, entouré de ses collaborateurs. Le budget du secrétariat général du gouvernement a été également examiné en présence de la ministre Mme Hawa Tandia, qui a présenté devant les membres de la commission des finances un exposé sur les différents chapitres de ce budget. Le budget du ministère des Affaires étrangères et de la coopération était aussi sur la table de discussion des membres de la commission des finances, en présence du ministre M. Hamadi Ould Moïmou, accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, chargée des affaires maghrébines et africaines et des Mauritaniens à l'étranger, Mme Khadija Mbark Fall. La commission a par ailleurs tenu une réunion pour l'examen du budget du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire dans le cadre de la loi de finances de 2016, et c'est en présence du commissaire M. Cheikh Touradou Abdelmalik. Le feuilleton des décorations des fonctionnaires et agents de l'État se poursuit. Aujourd'hui, certains parmi eux, relevant des ministères des Finances et du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, ont été décorés au nom du président de la République par leur ministre. Le point avec Rabia Deida. Dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance nationale, le ministre des Finances, M. Mokhtar Ould Djaï, a décoré au nom du président de la République des fonctionnaires de son département. Médaille de chevalier de l'Ordre du Mérite national, M. Hamdou Mohamed Mahfoud Ould Cheikh Abdallahi, directeur du personnel et logistique à la Direction générale des douanes. M. Mohamed Mbarak Ould Mahmoud, directeur des dépenses communes à la Direction du budget. Médaille d'honneur première classe, Elve Ould Mohamed Moussa Ould Sidi Ould Khairi, directeur régional des impôts sud. Abdullah Daouda Diagana, chef division des moyens à la Direction générale des impôts. Inspecteur Bab L'Ubaid Mahmoud, directeur du centre des impôts, zone nord-est. Monsieur Mohamed Ould Cheikh Barka, directeur des réformes fiscales à la Direction tutelle financière. Médaille d'honneur troisième classe, Monsieur Sadv Abdallahi Mouailid, chef service des dépenses communes à la Direction générale du budget. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence de hauts cadres du département des Finances. Toujours dans le cadre de la commémoration du 55e anniversaire de l'indépendance, la ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naham Hamdi Ould Moknas, a décoré les fonctionnaires de son département. Monsieur Mohamed Mahmoud Ould Boulen, directeur général de l'Office national du tourisme. Médaille de la reconnaissance nationale, M. War Mamdou Alioun, chef de service au ministère. Médaille d'honneur de troisième classe, M. Ahmed Kouri Ould Eid, secrétaire particulier du secrétaire général du ministère. La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère par intérim et de hauts cadres du département du commerce, de l'industrie et du tourisme. Le ministre soudanais des Ressources animales, halieutiques et des pâturages poursuit sa visite dans notre pays. Ce matin, il a visité en compagnie des ministres des Pêches et de l'économie maritime et de l'élevage, des centres d'intérêt relevant de ces deux départements. Abdul Adamaba nous en dit plus. De cette visite, la société laitière El Wataniya à Bourdide, Mme Vadma Val Mintoussouaina, ministre de l'élevage, en compagnie du ministre soudanais des Ressources animales, halieutiques et des pâturages, Professeur Moussa Tibin Moussa Adam. Sur place, la délégation ministérielle a reçu des explications détaillées
sur le fonctionnement de cette industrie laitière qui dispose d'une capacité de production d'environ 30 000 litres de lait par jour. Ils ont ainsi reçu des explications sur le processus menant à la production de lait. La société laitière El Wataniya a pour objectif l'atteinte de l'autosuffisance en matière de lait et de ses dérivés. La deuxième étape de ce déplacement est le Centre national d'élevage et de recherche vétérinaire. Sur les lieux, la délégation a suivi les explications détaillées fournies par les responsables sur ce centre, ses interventions, ses objectifs et différents programmes exécutés dans le cadre de l'analyse et du diagnostic des maladies animales. Créé en 1973, ce centre œuvre dans les domaines de la recherche vétérinaire, du diagnostic des maladies animales et d'analyse des fourrages. Il dispose de 4 services techniques, d'un service administratif et des laboratoires. Par la suite, l'Office national d'inspection sanitaire des produits, des pêches et de l'aquaculture a ouvert ses portes à la délégation, en compagnie cette fois-ci du ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Chourouka. Le ministre soudanais des ressources animales, halieutiques et des pâturages a visité les différents compartiments de cet établissement, dont le laboratoire d'analyse et de métrologie. Au cours de cette visite, il a reçu des explications sur le fonctionnement et la mission de l'Office national d'inspection sanitaire des produits des pêches et de l'aquaculture. Ensuite, il a eu une séance de travail avec le responsable de cette institution, au cours de laquelle il a été édifié sur cet établissement. Quatrième et dernière étape, le marché aux poissons de Nouakchott. Là aussi, des explications lui ont été fournies sur le fonctionnement de ce marché aux poissons, où environ 8000 personnes travaillent sur place, dont des mareyeurs, des pêcheurs et autres métiers liés aux pêches. Plus de 50 000 tonnes de poissons par an sont embarquées à partir de ce marché, qui est composé d'un hall de débarquement et de transaction, des chambres froides, etc. Nous allons à présent nous rendre en Nadrar et précisément à Tar, où le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est informé au cours de sa dernière mission dans cette ville sur le niveau d'avancement des travaux de réhabilitation du réseau d'approvisionnement des quartiers en eau potable. Mohamed Ould Zamza. Durant son séjour dans la wilaya de Nadrar et particulièrement dans la ville d'Attar, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ibrahim Oulimbar Mokhtar, a visité un certain nombre de quartiers en compagnie du Wali de Nadrar et le directeur général de la SN2, M. Falin Ghissali. Il s'est imprégné sur place de l'état de fonctionnement du réseau de distribution d'eau. Partout où il s'est rendu, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a interpellé les techniciens de la Société nationale de distribution d'eau au sujet de la nécessité de la réhabilitation du réseau conformément aux normes. À l'issue de cette visite, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a fait la déclaration suivante. Et cette extension a permis d'augmenter le potentiel de 2400 mètres cubes. On est aujourd'hui à 4100 mètres cubes et nous venons avant ce projet de 1700 mètres cubes, ce qui était insuffisant pour couvrir les besoins de la ville d'Attar. Aujourd'hui, nous pouvons dire qu'avec ce projet, on a suffisamment de ressources pour alimenter d'une manière convenable la ville d'Attar. J'ai tenu également à visiter les quartiers périphériques, les quartiers déshérités, qui jusqu'ici étaient dans l'impossibilité de recevoir l'eau du fait de la pression. Le constat, c'est que globalement, l'eau arrive avec une bonne pression à tous les quartiers, en partie les quartiers les plus reculés. Il y a des problèmes d'extension des réseaux, de vétusté des réseaux, et dans l'immédiat, j'ai donné des instructions pour ouvrir des bornes fontaines vers les extrémités les plus déshéritées, surtout les pauvres. Et dans une deuxième phase, on va étudier l'extension du réseau. Les citoyens que nous avons rencontrés ont apprécié à sa juste valeur l'importance des efforts déployés par le gouvernement en vue de disponibiliser l'eau potable dans tous les horizons du pays. Notons enfin que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement se rendra dans le reste des zones du pays, d'une part, inaugurer de nouvelles infrastructures hydrauliques et d'autre part, se rendre compte des problèmes d'eau qui se posent avec acuité au niveau de ces populations. Les travaux de l'atelier de lancement du programme de valorisation du patrimoine culturel et naturel pour le développement se sont achevés aujourd'hui. Sanctionné par une série de recommandations, l'atelier a permis par ailleurs de déclarer certaines localités comme faisant partie du patrimoine national. Il s'agit des localités de Djoul, Rachid, le quartier Idei Bleu, de Nema, Gasr Salam,
à Boundeid, Gasr el-Barka, à Tamour Tenaj. Les maires de ces différentes localités ou leurs représentants se sont vus remettre par la ministre de la Culture et de l'Artisanat des registres de ces anciens quartiers et communes. Le programme national de valorisation du patrimoine culturel est appuyé financièrement par la coordination du programme national d'appui à la décentralisation et au développement local, nous a déclaré son président qui voit des points de convergence entre ces deux programmes. La culture, le patrimoine, que le patrimoine soit un instrument premier de développement de toute nation. Comme ce programme-là vise à utiliser les potentiels culturels pour promouvoir le développement local dans toutes ses dimensions, culturelles, touristiques, artistiques, économiques, culturelles. Et donc, nous pensons qu'il y a des points de convergence avec notre programme. Et c'est pourquoi nous nous sommes portés volontaires pour accompagner ce programme dans sa phase préparatoire actuelle, qui est aujourd'hui ses lancements. L'étude elle-même vient de commencer avec des experts nationaux et internationaux, que nous finançons en partie, et des de validation. Et j'espère que dans quelques mois, nous aurons une feuille de route claire qui permettrait d'identifier quelles sont les actions convergentes que nous pourrons nous soutenir parmi notre programmation et pour lesquelles nous comptons sensibiliser les communes pour qu'elles puissent faire partie de leur propre programme. Le commissariat de la police judiciaire et le commissariat de Sepra 3 viennent de mettre la main sur un groupe de malfaiteurs après une série d'investigations. Ce nouveau coup de filet de la police a permis également de saisir une variété d'objets ainsi que des sommes d'argent subtilisées par ces voleurs. Bokar Baylaba. Décidément, il ne se passe pas un jour sans que la police ne mette la main sur des bandes de criminels qui sévissent dans les différents quartiers de Nouakchott. C'est le cas de ces criminels arrêtés par les éléments du commissariat de Sepra 3. Ces criminels, au nombre de 6, agissaient en toute impunité jusqu'à leur arrestation par les limiers de ce commissariat. Des individus agissaient dans le vol de l'argent, le cambriolage de boutiques, le crime, le viol, le vol de téléphones portables, l'arnaque ou le trafic de cigarettes. La liste des crimes perpétrés par ces individus qualifiés de dangereux est longue. Pour ce commissaire de police, la traque des criminels ne terminera que si les malfaiteurs seront mis aux arrêts dans tous les quartiers de Nouakchott et qu'il n'y aura pas de pitié aux criminels qui pourrissent la vie des citoyens. Des citoyens qui se plaignent de la recrudescence de la criminalité dans certains quartiers de Nouakchott et n'hésitent pas à raconter leurs mésaventures. Bon, c'était le samedi 12 décembre dernier. Je partais au travail, j'habite à la cité plage. Lorsque je suis sortie au goudron, il est venu s'arrêter, il m'a demandé, il était accompagné d'une femme dans la voiture. Et il m'a demandé là où je vais, je lui ai dit je vais à, ambassade de Chine. Il me dit 300, je dis j'ai 200, il dit monte. Lorsque je suis montée, quelques minutes après, il a déposé la dame. Et il m'a forcé à remonter parce que j'étais assise derrière la voiture. Il m'a forcé à monter devant, à côté de lui. Et j'ai traversé, je suis montée devant, à côté. Et on a continué. Un peu devant, il a viré dans le quartier. Et quand il a viré, je lui ai dit non, mais moi, je t'ai dit que je vais à l'ambassade de Chine. Il dit, et en même temps, automatiquement, il a condamné les portiers. Il m'a dit, bon, tu fais ce que je t'ai dit, et il m'a menacé avec un fait. Tu fais ce que je t'ai dit, ou tu as vu, tu vas voir. J'ai dit ok. Donc il m'a fait tourner dans le quartier, il allait garer dans un coin où il n'y a que 2 murs. Il n'y avait personne, il n'y avait que lui et moi. Il m'a demandé de me déshabiller. Il m'a fouillé d'abord mon sac et après il m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillée, il m'a dit de passer derrière et c'est là-bas qu'il maintenant il m'a violée. J'ai réussi à récupérer mon sac, mais le téléphone est resté avec lui. Il m'a dit de remonter, il va me descendre. Et je lui ai dit non, je ne monte pas. La lutte contre la criminalité ne peut réussir qu'avec la conjugaison des efforts de tous. Ne dit-on pas que l'union fait la force de la loi contre les criminels. Action contre la faim met à contribution les imams pour lutter contre les maladies liées à l'insalubrité.
L'organisation non gouvernementale a élaboré dans ce cadre un guide qui s'inspire des préceptes de l'islam en termes de propreté qu'elle compte vulgariser dans plusieurs villages du Guidimara. Rabia Deita. La nutrition et l'hygiène jouent un rôle important dans le domaine de la santé des populations. Ici, dans la wilaya du Guidimara, la malnutrition résultante des mauvaises habitudes alimentaires et l'hygiène sont des défis pour la santé en général. Et afin de combattre la malnutrition, l'organisation Action contre la faim a élaboré un livret dont certaines références sont inspirées des textes coraniques, ce qui servira de guide de sensibilisation sur les thèmes de la nutrition, l'hygiène et la santé. Cette sensibilisation au profit des enfants étudiants dans les mahadras, les cheikhs de mahadra, leur permettra de mieux se munir contre ce fléau. À cette occasion, le Wali Moussaad du Guidimara, M. Mohamed Abdallah Saoudi, a rappelé que le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et Action contre la faim ont élaboré ce livret basé sur les textes coraniques afin de contribuer à la réduction du taux de malnutrition dans la wilaya du Guidimara. À son tour, le directeur régional des affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Amadou Diallo, a rappelé que la charia islamique est la référence de base pour les Mauritaniens. Il a ajouté que le livret élaboré est inspiré des textes coraniques, ce qui va servir de support de communication pour les imams de la Mauritanie en général, pour qu'ils puissent accompagner eux aussi la lutte contre la malnutrition. Pour sa part, le chef de base par intérim d'Action contre la faim du Guidimara a mis en exergue l'importance du rôle des imams dans la sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques. Ce document, dont certaines références sont inspirées des textes coraniques, servira de guide de sensibilisation sur les thèmes de nutrition, d'hygiène et de santé. Il était prévu, à la suite de l'élaboration de ce document, de réaliser une caravane de sensibilisation, de vulgarisation de ces messages. Vous savez, les imams sont très écoutés par les populations et nous sommes convaincus que cette caravane de vulgarisation des messages du livret aurait un impact sur les pratiques de santé et de nutrition au niveau des populations. Rappelons qu'une caravane va sillonner les 18 communes de la wilaya du Guidimara du 31 décembre 2015 au 13 janvier 2016. Cette caravane est composée de 19 imams de la région et de 2 superviseurs d'Action contre la faim. Triste nouvelle de ce journal, la famille de la presse de nouveau plongée dans le deuil après le décès hier de feu Ahmed Ould Taleb, qui n'a malheureusement pas survécu à ses blessures suite à l'accident tragique qui a emporté ses 2 compagnons, feu Ahmed Ould Abdelaziz et Cheikh Omar Ndiaye, le 15 décembre dernier. Ahmed Ould Taleb, comme ses 2 compagnons, était dévoué à sa profession de journaliste. Mohamed Lamine Bakar. Le décès d'Ahmed Ould Taleb a de nouveau replongé la famille de la presse dans le deuil. Sa mort a ravivé le souvenir et la douleur qu'on croyait avoir refoulés près de 10 jours après la mort de ses 2 compagnons de voyage, feu Ahmed Ould Abdelaziz et Cheikh Omar Ndiaye. Depuis ce mardi noir, 15 décembre, Ould Taleb est resté dans le coma. Les opérations chirurgicales qu'il a subies ici à Nouakchott avant son évacuation à l'étranger n'ont pas permis de lui sauver la vie. Ses amis et collègues le décrivent comme un jeune qui avait une grande passion pour le métier de journaliste dans lequel il s'était investi très tôt, après avoir achevé ses études supérieures. Ses confrères qui ont eu à travailler avec lui dans différents médias gardent de lui le souvenir d'un homme sociable, agréable, plein de vie et d'ambition. Hors de nos frontières, l'actualité reste dominée en Palestine par la mort de nouveaux martyrs, les frappes de la coalition contre les positions de l'État islamique et le dépouillement du vote de Centrafrique. Bokar Ndiaye. Au moins 3000 maisons détruites à Ramadi, libérées des mains des djihadistes de l'État islamique. C'est le bilan des premières estimations. Même si la majorité des quartiers ont été reconquis et continuent d'être nettoyés, des centaines de bombes et pièges laissés par le groupe État islamique, quelques poches djihadistes résistent encore. Plusieurs dizaines de familles bloquées chez elles pendant les combats ont été évacuées mardi par l'armée irakienne
qui a bénéficié d'une couverture aérienne de la coalition internationale conduite par les États-Unis. En Palestine, le cycle des morts se poursuit. Ce mercredi, 2 Palestiniens ont été tués à Houara, une localité du nord de la Cisjordanie occupée. C'est dans ce contexte que la police israélienne a annoncé avoir arrêté 4 hommes soupçonnés d'avoir célébré, avec d'autres extrémistes juifs, la mort d'un bébé palestinien brûlé vif avec ses parents en Cisjordanie occupée en juillet dernier. Selon un rapport de l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU publié ce jeudi, Israël a massacré 170 Palestiniens et blessé 15 377 autres en 2015. En Centrafrique, les résultats de la présidentielle devraient être connus au mieux dans une semaine. Le premier tour de l'élection présidentielle de ce mercredi s'est déroulé sans incident sérieux. Sans surprise, les favoris parmi la trentaine des candidats à cette présidentielle se disent déjà satisfaits de leurs résultats, même si le scrutin a été parfois entaché par des erreurs dans l'organisation. Le futur président aura notamment pour tâche de pacifier le pays et de mener à bien la délicate mission de désarmer les différentes factions. Fin du journal. Tout de suite, le rappel des titres. Le Premier ministre reçoit le ministre soudanais des Ressources animales et insiste lors de sa rencontre avec les maires des communes des villes anciennes sur l'importance du programme national de valorisation du patrimoine culturel. Le Sénat adopte les projets de loi relatifs à la navigation sur le fleuve Sénégal et à l'agence de gestion de cette navigation. La police arrête une bande de malfaiteurs en leur possession divers projets volés et de l'argent. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée et une bonne année.